Mercredi, nous sommes ici sur l'émission Embarras d'Alliance 92 et pour cette semaine, donc, puisqu'il y a la rediffusion le dimanche, eh bien, nous avons comme invité le bâtonnier Chantal Razafinari. Bonjour à vous. Bonjour madame, et je dis également bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Ordre des avocats. On n'entend pas souvent de nouvelles publiques, mais l'on sait que vous travaillez. Et vous êtes proche du citoyen. En tout cas, c'est l'effort que vous faites actuellement et surtout, c'est un des objectifs aussi que vous pensez mettre durant votre mandat de 2 ans, puisque c'est un mandat de 2 ans qui vous est confié. Mais on parle également de principes essentiels que vous voulez asseoir davantage auprès de vos pairs. Alors, il y a eu un temps d'arrêt et c'est la reprise maintenant. La santé alors de l'ordre des avocats. La santé de l'ordre des avocats, écoutez, nous sommes comme tous les citoyens. La différence, effectivement, que nous nous sommes arrêtés pendant 6 mois et que nous reprenons actuellement donc le travail. Vous avez parlé tout à l'heure de règles déontologiques et principes. À mon avis, si vous voulez, c'est l'essentiel. C'est essentiel pour la profession d'avocat. C'est ce qui nous différencie de toutes ces personnes qui donnent des consultations à gauche, à droite, et qui le font plus ou moins maladroitement. Mais je dois quand même rappeler que ce sont les avocats qui ont le monopole de la défense auprès des juridictions. Être proche de l'autre, apporter son soutien par rapport aux lois existantes, effectivement, mais cette approche-là, vu que la situation d'aujourd'hui est assez compliquée, donc il y a le Covid-19, il y a le chômage, beaucoup de problèmes résurgissent, mais avant cela aussi, il y avait eu d'autres dossiers. Alors comment jonglez-vous vos efforts actuellement, étant donné que d'ici peu, il y aura les vacances judiciaires? Comment jongler les efforts? Bon, écoutez, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la pérennité de mes actions. C'est-à-dire que j'ai choisi particulièrement de mettre en place, si vous voulez, des choses vraiment pérennes. En termes de gestion de l'ordre des avocats. Bon, c'est vrai que quelqu'un va dire, oui, mais ça ne nous intéresse pas du tout. Mais l'objectif aussi, c'est de faire connaître les avocats auprès des justiciables. Parce que quand on parle, effectivement, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi les avocats, comment ils peuvent aider, comment ils sont payés et qu'est-ce qui se passe s'ils ne font pas très très bien leur mission. Donc là, on est en train, j'ai commencé, je continuerai toujours à faire comprendre aux uns aux autres qu'il ne faut pas avoir peur des avocats. Il ne faut pas se dire qu'ils coûtent cher, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter dans la vie quotidienne. Mais oui, mais justement, on dit avocat est égal, c'est un luxe. Non, l'avocat n'est pas un luxe. Ça, c'est, si vous voulez, ça c'est une mauvaise compréhension de la profession d'avocat. Quand je vous dis que l'avocat n'est pas un luxe, par exemple en termes d'honoraires, les honoraires sont convenus d'accord parties. Il y a des justiciables qui paient cher, il y a des justiciables qui n'ont pas les moyens, mais il y a toujours des avocats pour les défendre. Mais les honoraires, donc chacun, les 2 parties, donc se disent, voilà, on va payer ceci, on va payer cela, et c'est bon. Mais c'est pas un luxe, c'est faux de dire que c'est un luxe. Puis il y a aussi un autre aspect, si vous voulez, de la profession que les gens ignorent, c'est cet aspect de conseil juridique. Qui est gratuit? Non, pas gratuit. Il y a des consultations gratuites au niveau du tribunal qui se passent donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc au palais de justice à Anous et puis auprès des sections aussi, donc ils commencent à mettre ça déjà en place. Mais les avocats, vous pouvez les consulter à moindre coût, vous leur demandez des conseils. Vous avez peut-être un problème, vous avez un problème d'héritage, vous avez un problème de location, vous avez un problème de loyer, vous avez un problème de, je ne sais pas moi, de coups et blessures volontaires. Vous allez voir un avocat avant même qu'il y ait un procès pour leur dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé. L'avocat va vous donner la position légale, si vous voulez, de ce cas et vous conseiller. Donc, avant même qu'il y ait donc problème au tribunal, parce que peut-être que tout ça peut être résolu rapidement si vous connaissez vos droits et vos obligations. Mais est-ce que l'ordre est bien... Enfin, il y a des sections un peu partout. Oui, il y a des sections auprès de toutes les cours d'appel. Donc, nous avons des sections auprès de toutes les cours d'appel. Et également, ce qu'on appelle des périphéries. Par exemple, vous avez la section d'Ansranen. Vous avez les périphéries de Nouspe.
Mais il y a beaucoup, si vous voulez, de tribunal de première instance où vous avez des avocats. Si vous n'avez pas d'avocat dans un tribunal de première instance qui est assez éloigné, sachez quand même que les avocats, ils peuvent se déplacer partout. Moi, avocat d'Antananarivo, moi je peux aller à Béchouk. L'avocat qui est à Antsaranan, il peut aller à Fianarantsoa. Parce que là, ça dépend du client. Le client peut lui dire, écoutez, venez ici parce que moi j'ai un problème. Tout est question de confiance, en fait. Alors, vous avez dit le mot justement confiance. On parle de dignité, honneur, probité, loyauté, modération, courtoisie, mais confidentialité. Alors, la confidentialité, c'est un des atouts également des avocats. Un avocat, à partir du moment où vous racontez vos affaires, vous donnez des dossiers, donc l'avocat ne peut pas le raconter. Parce que ça, c'est le secret professionnel. Et c'est ça la confiance. Parce que si vous allez auprès d'un conseil juridique, un conseil juridique, si vous voulez, il n'a pas toutes ses garanties. Il travaille tout seul. Si jamais il y a des choses qui ne marchent pas, ben, c'est tant pis pour la personne qui va aller le voir. Mais l'avocat est quand même dans une structure légale. Il y a l'ordre des avocats, il y a le conseil de l'ordre. Donc tout ce monde-là fait en sorte à ce que ces principes soient respectés par les avocats. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent nous voir pour nous dire, écoutez, nous on n'est pas d'accord parce que nous avons pris un avocat, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc on appelle l'avocat, il s'explique et puis ensuite on explique à la personne qui vient faire des doléances, voilà ce qui s'est passé. On va lui dire non, lui c'est juste un petit problème de communication, il ne vous a pas communiqué ou, écoutez, effectivement il y a problème et on essaie de concilier les parties. Mais est-ce que ça arrive assez souvent quand même que donc les justiciables viennent voir l'ordre pour être plus éclaircis Bien sûr, les justiciables viennent nous voir, surtout en termes de doléances. On a beaucoup de dossiers en termes de doléances, on les traite. Il y a souvent, si vous voulez, des cas qui sont résolus à l'amiable. Il y a des cas qui ne sont pas résolus à l'amiable. Et il y a des cas qui vont aller directement devant le tribunal. Ah oui. Parce que là aussi, nous, on donne notre avis. Quand il y a une plainte contre un avocat, l'avocat, donc l'ordre des avocats doit donner un avis. C'est un avis. Et puis après, c'est au niveau de la cour d'appel qui dit, OK, ça c'est bon, OK, ça c'est pas bon. Donc il y a des avocats qui sont traduits devant les tribunaux. Oui, alors dernièrement, les nouvelles, il y a eu donc au niveau de la magistrature des personnes sanctionnées par le CODIS et autres, mais au niveau de l'ordre des avocats, est-ce que des sanctions aussi existent? Oui, il y a des sanctions qui existent. Donc le dernier conseil de discipline, je pense, il a siégé en 2018. En 2019, moi je suis arrivée au mois d'août, donc on ne pouvait pas faire en 2019. Et là, depuis 6 mois, il y a eu la pandémie, donc on pense effectivement avoir une séance de conseil de discipline avant la fin de l'année pour des dossiers, pour voir un peu. Il y a déjà des dossiers qui ont été sélectionnés, donc le conseil de discipline. Alors il y a comme sanction, si vous voulez, il y a la réprimande, il y a l'interdiction d'exercer pendant 3 mois, 1 an, et puis il y a également la radiation pure et simple si c'est vraiment, vraiment grave. Et c'est déjà arrivé quand même? La radiation, je ne pense pas. L'interdiction d'exercer pendant 3 mois, pendant 1 an, oui, c'est déjà arrivé. Alors, un autre problème qui cause toujours polémique, c'est cette histoire d'accident de circulation. Qu'est-ce qui se passe exactement entre les personnes concernées et les avocats? Alors, ce qui se passe généralement, et c'est ce que j'ai constaté, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de convention écrite, d'une part. Et que, en fin de compte, quand les dommages et intérêts arrivent, bon, c'est pas tous les jours, hein. Il y a quelques cas qui sont comme ça, mais il y a quand même des cas qui sont assez graves. Quand les dommages et intérêts arrivent, donc, les victimes attendent le paiement et il y a des avocats qui tardent à les payer ou qui ne paient pas ou qui se disent, oui, mais bon, voilà, à l'heure actuelle, voilà, on avait convenu que moi je prendrais 30, 40, 50% des dommages et intérêts. Et c'est pas écrit. Et automatiquement, donc, il y a problème. Donc là, sur ce côté-là, on est quand même arrivé, si vous voulez, à concilier les parties. Il y a des cas qui semblent pas conciliables. Et donc là, les victimes vont auprès du tribunal pour porter plainte contre les avocats. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un gros problème de communication quelque part. C'est-à-dire que déjà, au départ, il faut que les avocats et les victimes donc fassent vraiment
une convention écrite. Et comme ça, on n'a pas de problème. Parce qu'on ne sait jamais, vous savez, peut-être qu'il y a eu vraiment, que vraiment l'avocat a respecté la convention écrite. Mais il y a aussi des victimes qui se disent, oui, mais finalement, moi j'ai obtenu 20 et pourquoi il me donne que 15 ? Moi je veux mes 20. Alors que cet avocat, il a aussi travaillé, si vous voulez, pendant des années. Il y a eu peut-être plusieurs procédures là-dedans. Donc moi, c'est pour ça que j'ai toujours conseillé, je continue à conseiller tout à l'écrit. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais vos relations avec le ministère de la Justice, quelles sont les coopérations qui donnent cet élan de vouloir avancer? Les relations avec le ministère de la Justice, vous savez, moi je pense que nous avons de bonnes relations avec le ministère de la Justice. La coopération pour l'œuvre de la justice, pour nous c'est les consultations gratuites. Il y a également les commissions d'office. Ça, donc on nous appelle quand il y a donc une personne qui n'a pas d'argent et qui pourrait être emprisonnée pendant plus de 5 ans. Donc ça, ce sont tous les barreaux du monde qui le font. En termes de coopération, moi je pense que la justice, c'est l'affaire de tous. Le ministère de la Justice a ses propres prérogatives. L'ordre des avocats peut assister, peut collaborer. Pourquoi pas ? Puisque le but que l'on recherche est le même. C'est-à-dire pour que la justice soit quand même une justice crédible et acceptée par tout le monde également. Mais là aussi, bon, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas intervenir, mais là où on peut intervenir, on intervient. Les lois malgaches, selon le bâtonnier, si on parle de justice, sont trop nombreuses ou pas assez ou... Les lois malgaches ne sont pas nombreuses, parce que là, à l'heure actuelle, on travaille beaucoup et encore toujours avec des lois qui datent de 1960. Notre souci ici, c'est vraiment, si vous voulez, l'application des lois. On n'a pas cette culture d'état de droit pour le moment. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça. Les lois, la majorité des personnes, ils estiment que de toute façon, là, on ne sait pas pour qui elles sont faites, et même si elles sont là, comment les appliquer. Le problème, c'est l'application de la loi. Et puis des fois, vous avez des lois qui n'ont jamais été appliquées, et puis d'un seul coup, on les applique pour telle ou telle personne, et là, c'est pas bon. C'est ciblé, donc. C'est ciblé. Donc là, ça peut être ciblé, et là, c'est pas bon. Si on veut appliquer la loi, elle s'applique à tout le monde. Si on ne l'applique pas, ok, on ne l'applique pas. Mais on ne se dit pas, voilà, il y a des lois qui existent, et puis un beau jour, il y a quelqu'un, oui, mais vous n'avez pas respecté ceci ou cela. Là, il y a quand même... Mais cela déroute l'avocat. Là, ça déroute l'avocat, mais là, de toute façon, dans tous les cas de figure, on est obligé de se dire, effectivement, voilà la loi, voilà, il y a eu violation de la loi, et voilà, donc on va conseiller donc le justiciable ou la personne qui vient vous consulter en ce sens. Par rapport aux victimes ou aux justiciables, le mandat de dépôt est assez fréquent. Oui. La relation entre l'avocat et son client, comment ? Par rapport à une affaire où... si on prend un avocat, c'est pour être rassuré, quand même. Oui, c'est pour être rassuré, mais moi, je peux vous dire franchement, à l'heure actuelle, qu'il y a des avocats qui ne veulent plus s'occuper de cette procédure pénale, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. L'avocat a pour mission de dire à son client, écoutez, voilà votre cas, voilà ce qui se passe sur le plan légal. Mais là, malgré, si vous voulez, tous les critères pour dire que bon, on va placer telle ou telle personne en mandat de dépôt, il y a toujours cette part d'appréciation du juge qu'on ne peut pas deviner d'avance. Donc, il m'est difficile quand même de dire à un client, écoutez, voilà, vous êtes convoqué à la police, maintenant nous allons être déférés au parquet, prenez dès maintenant une couverture parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être que vous allez être en tas de mours. Vous savez, c'est dur pour un avocat de dire ça. Parce que l'avocat doit quand même donner une certaine garantie à son client. Et la garantie, si je suis honnête, moi, je n'ai pas cette garantie-là. Puisqu'il appartient au parquet de décider si oui ou non, cette personne va être placée sous mandat de dépôt. Est-ce que le client comprend, le justiciable comprend quand même le justiciable comprend, mais il va chercher à voir diverses pistes pour essayer de s'en sortir. Hein. Et diverses pistes, vous savez ce que c'est. Enfin, essayer de trouver. Puis il y a toujours des gens qui donnent des conseils. Oui, il faut voir un tel. Oui, il faut voir un tel. Oui, un tel est capable de vous sortir de là. L'avocat n'est pas capable de vous sortir de là. Mais l'avocat, s'il est honnête, l'avocat n'a rien à faire avec les juges. Indirectement, vous parlez de corruption. Je parle de corruption. La corruption, si vous voulez, elle existe.
Nous n'avons sûrement pas de preuves, mais les gens qui parlent de corruption de la justice ne sont pas fous. C'est-à-dire que la corruption existe. Mais comment faire ? Alors c'est votre lutte aussi au niveau de l'ordre? Oui, c'est notre lutte au niveau de l'ordre des avocats. Je pense que chacun peut apporter sa part dans la lutte contre la corruption. Notre lutte au niveau de l'ordre des avocats, c'est de faire un rappel des règles déontologiques parce que tout est là en fait. C'est de dire, écoutez, allez arrêter la corruption. Moi, je vais vous dire quand même une anecdote. Il y a une jeune avocate qui m'a approchée, qui m'a dit, écoutez, Madame Le Bâtonnier, vous avez eu de la chance à votre époque parce que vous avez pu défendre vos clients en sortant vraiment tous les arguments légaux et les magistrats étaient là pour vous écouter. Maintenant, moi je suis quelqu'un qui a étudié, j'ai beaucoup étudié, moi je vais donc conclure en ce sens, plaider en ce sens avec tous les arguments légaux, mais il n'y a rien qui se passe. Donc pourquoi vous dites que la corruption n'existe pas ? Pourquoi vous dites que moi je peux travailler avec un magistrat si c'est comme ça ? Je dis mais faites attention. Il y a la déontologie quelque part. Il y a la déontologie quelque part, mais si vous voulez, moi je pense qu'il y a des droits qui ne doivent pas être vendus nulle part. La liberté, c'est un droit. On ne peut pas acheter ni vendre la liberté de quelqu'un. Vous avez par exemple ce qu'une personne a gagné pendant des années et des années pour avoir une toute petite maison. On ne peut pas vendre ça, on ne peut pas acheter ça. C'est un droit. Il y a des moments, moi, ça me fait mal de voir des cas comme ça. Mais ça, il faut le dire, mais il faut arrêter ça. Actuellement, ça a son effervescence, cette histoire de problème de terrain. Problème de terrain, oui. Et ça c'est quand même grave, si vous voulez, parce que on a peur quelque part. Vous vous dites, moi, j'habite là, moi, j'ai ma maison là, puis vous avez peur parce que par rapport à tout ce que l'on entend, vous vous dites, mais est-ce que quelqu'un ne viendra pas un beau jour pour me dire, écoutez, partez, parce que ça, c'est à moi maintenant. Ça, c'est dangereux. Et il y a des cas qui sont comme ça. Il y a des cas qui sont comme ça. Et là, on ne sait plus à quel sens se vouer, quoi. Il y a des gens qui se battent devant les tribunaux, mais qui n'arrivent pas à obtenir gain de cause. Alors, on sait également que les problèmes présentés, les affaires, excusez-moi, c'est le terme exact, les affaires présentées varient aussi. En grande ville, c'est plus les affaires d'escroquerie ou des vols, quoi que ce soit, ou des viols aussi actuellement, puisque ça a son effet. Mais en campagne, c'est surtout le problème de terrain. Oui. Et est-ce que les gens de la campagne font confiance aux avocats ? Il faudrait peut-être un peu plus de communication. Confiance ou pas confiance, moi je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même une certaine ignorance de ce que peut l'avocat, de ce que l'avocat peut faire et en quoi l'avocat peut aider. Donc là, nous allons faire un effort et effectivement, par rapport, on ne va pas rester auprès des grandes villes. Donc là, maintenant, c'est au niveau de toutes les sections. Toutes les sections, donc, travaillent pour faire connaître les avocats et peut-être l'année prochaine, on va demander donc autant à Tana qu'à toutes les sections d'aller voir auprès de toutes les régions un peu isolées, quoi. Ça aussi, il faut de l'argent, quoi, si vous voulez, mais bon, on va essayer de faire ça. L'objectif principal, c'est de faire en sorte à ce que tout un chacun sache ce que fait l'avocat et que personne ne soit pas bloqué par cette histoire d'honoraires. Parce que, vous savez, vous dites ici à Tana, il y a les gens qui ne paient pas beaucoup d'honoraires, mais vous allez dans les campagnes, dans certaines campagnes, il y a des gens, si vous voulez, qui ont de l'argent et qui peuvent payer des honoraires normalement. Par exemple, côté Sambava, côté Ambanza, là où il y a la vanille et le cacao. Mais les honoraires des avocats de là-bas n'ont rien à voir avec les avocats de Tana, avec les honoraires des avocats de Tana. Et ça, c'est vraiment consensuel. C'est peut-être parce qu'on a martelé ça dans la tête que les avocats coûtent cher. Voilà, on a martelé ça dans la tête. Et puis pour certains aussi, ça arrange un peu certaines personnes. Donc on le dit. Donc notre intérêt à nous, c'est de communiquer et de faire comprendre. Aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Travailler en coopération, en partenariat avec plusieurs organismes aussi qui ont la même vision par rapport à la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, mais également les autres organismes qui peuvent vous donner plus d'élan à aller de l'avant par rapport à votre mission. Cette relation est-elle fructueuse quand même Oui, bien sûr, la relation est fructueuse. Par exemple, notre dernier projet, le projet il est toujours en cours,
C'est un projet donc avec l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ils nous ont doté de plusieurs ordinateurs, imprimantes et autres pour toutes les sections et pour toutes les régions où il y a donc des maisons des avocats, parce qu'il faut quand même sécuriser ce matériel, dont en Sirapé et en Tsui. Donc ils vont être connectés, parce que ça permet quand même, si vous voulez, d'avoir une bonne synergie entre l'ordre des avocats et les sections. Ça permet également d'avoir accès à toutes les informations. Vous savez très très bien qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus se passer de numérique. Donc là, ils vont être connectés, ils vont avoir toutes les lois, savoir un peu ce qui se passe à gauche, à droite, au lieu d'aller dans les cybercafés. Aussi, on a fait une formation sur la bonne gouvernance, l'éthique, la transparence, et puis la lutte contre la corruption. Donc cette formation, on va la dispenser auprès de toutes les sections. Et ça aussi, c'est avec l'Organisation internationale de la francophonie. Au mois de novembre, donc fin novembre, on va aussi faire un colloque sur la fonction de juger en matière pénale. Donc il y aura un magistrat, un universitaire, un avocat, et on va en discuter. C'est quoi le magistrat? Que fait le magistrat? Et puis quelle est la perception par l'avocat du magistrat en matière pénale? Il y aura beaucoup de choses à dire là. Il y aura beaucoup de choses à dire, si vous voulez, et puis il y aura des recommandations. On va avoir notre petite brochure et puis on va la partager un peu partout. Ça aussi, c'est comme le flyer sur les avocats. On va partager ça partout à tous les justiciables. Relation ordre des avocats de Madagascar et l'ailleurs. Oui, alors relation ordre des avocats et ailleurs. S'il y a affaire, par exemple. Affaire? Oui, par exemple, s'il y a une affaire à traiter, et par exemple en France, les deux ordres, les français et malgaches, coopèrent par rapport à un dossier, par exemple, qui se présente ou un tribunal de l'extérieur. Comment ça se passe? Oui, alors ça, c'est une histoire de réciprocité. Par exemple, avec le barreau de Paris, il y a des avocats français donc qui peuvent venir pour s'occuper d'une ou de plusieurs affaires en matière civile, commerciale ou correctionnelle, et ils vont travailler avec les avocats malgaches. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon. Moi, je pense aussi que le contraire aussi est tout à fait valable, mais il faut toujours les autorisations des bâtonniers. D'accord. Oui, parce que nous, si vous voulez, au niveau de l'ordre des avocats, nous avons quand même notre équipe d'avocats. Nous devons veiller à cette équipe d'avocats. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a d'autres avocats qui viennent à titre ponctuel, nous devons savoir qui est là, qu'est-ce qu'il fait. C'est tout à fait logique et normal. Parce qu'on ne peut pas quand même laisser les avocats se promener un peu partout sans que nous sachions ce qu'ils font exactement. Donc, il y a cette coopération, mais la coopération, si vous voulez, se fait plutôt individu à individu. Et évidemment, on a des relations avec le barreau de Paris, on a des relations avec le barreau de Lyon, et que malheureusement, vu la pandémie, c'est juste des échanges pour le moment. Par rapport au barreau de Paris, donc, ils nous ont quand même offert une formation en ligne. Donc, les avocats ont été invités donc à être formés en ligne avec les avocats du barreau de Paris. Donc, il y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont peut-être pas fait, mais c'est toujours une bonne collaboration. C'était votre embarras, bâtonnier Chantal Razafnari. On compte sur vous, comme le dit le simple citoyen, protégez-nous à travers les lois existantes. Je vous remercie donc de nous avoir invités ici à cette antenne. Le dernier mot, c'est que nous allons continuer nos efforts, faire connaître l'avocat et faire en sorte à ce que les gens, les personnes, les simples citoyens, les justiciables ne soient plus bloqués, si vous voulez, par rapport aux avocats. Nous sommes des gens comme tout le monde. Donc c'est notre profession. Pour garder cette profession et pour pouvoir vivre de cette profession, donc nous avons beaucoup de principes à respecter, que nous respecterons et que nous ferons en sorte à ce que tous les avocats les respectent. Parce que ça, si vous voulez, nos principes, c'est notre atout, quoi, par rapport à d'autres personnes.